Les Palestiniens s'entêtent et ils le disent, ils ne reconnaîtront jamais le caractère juif de l'État d'Israël avec lequel ils sont censés signer une paix. Et donc cette question-là du caractère juif de l'État d'Israël est essentielle par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors, comme tous les lundis matins, nous sommes de retour avec Richard Darmon, qui est un analyste, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe ici en Israël. Et on va commencer par un sujet qui nous intéresse beaucoup. Quelles ont été donc les retombées de la déclaration de Mansour Abbas quand il a dit bien la semaine dernière, mardi dernier, qu'Israël était un État juif ? Oui, alors ce fut, on peut le dire, une véritable bombe politique de la part du numéro 1 du parti RAM, Mansour Abbas. Il a dit ceci: l'État d'Israël est né en tant qu'État juif. Ce fut la décision du peuple juif de créer un État juif. Et la question n'est pas de savoir quelle est l'identité de cet État, car il restera un État juif. Il est revenu à 2 reprises sur cette expression, et il a fait cette déclaration à la conférence du journal économique israélien Globes, une prise de position tout à fait historique, on peut dire, comme le fut d'ailleurs l'entrée de son parti RAM, le parti islamique donc d'Israël, au sein de la coalition dirigée par Naftali Bennett, voilà 6 mois, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et donc, en déclarant, si vous voulez, que l'État d'Israël était un État juif et qu'il le restera, Abbas, en fait, rompt la tradition bien connue de tous les partis arabes israéliens, qui consiste à dire jusque-là, que l'État d'Israël doit être un État de tous ses citoyens et pas un État juif. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit en substance immédiatement après cette déclaration fracassante, c'est ce qu'a déclaré le leader de ce qui reste de la liste arabe unie, un groupement de 3 partis ou de 2 partis en fait maintenant arabes israéliens, qui a immédiatement réagi, si vous voulez, en disant ceci. Il s'agit de Samir Abou Sheradeh, qui est donc le leader des partis arabes avec Knesset, qui ne participe pas au gouvernement Bennett. Il a dit ceci: seul un État de tous ses citoyens pourra apporter la justice et une pleine égalité entre tous ses citoyens. Et il a traité Mansour Abbas d'opportuniste, de dangereux opportuniste pour défendre les intérêts des Arabes israéliens. Donc, en fait, cette déclaration a suscité une levée de bouclier parmi les Arabes israéliens, en tout cas leur représentation, et aussi dans le monde arabe, et un vif intérêt dans le monde arabe régional, puisque le soir même, la plupart des journaux télévisés, des médias des grandes capitales arabes de la région titraient sur cette déclaration d'Abbas. D'ailleurs, Abbas est revenu. Il est revenu sur sa prise de position en disant ceci: c'est la réalité qu'Israël est un État juif. La question n'est pas celle de l'identité de cet État, mais le statut que doivent avoir les Arabes israéliens. Fin de citation. Alors, cette prise de position, si vous voulez, en fait, il faut le préciser, est extrêmement sensible parce qu'elle est au cœur du conflit israélo-palestinien, attendu qu'on le sait très bien, ce qui avait amené à la rupture, il y a voilà presque 7 ans, de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, le processus de paix lié au processus d'Oslo, c'est que le Premier ministre de l'époque, d'ailleurs tout comme celui d'aujourd'hui, Bennett, à l'époque Netanyahou, aujourd'hui Bennett, refuse d'aller plus loin et de discuter avec les Palestiniens parce que les Palestiniens s'entêtent, et ils le disent, ils ne perdent pas une occasion de le dire, s'entêtent à dire qu'ils ne reconnaîtront jamais le caractère juif de l'État d'Israël avec lequel ils sont censés signer une paix. Et donc cette question-là du caractère juif de l'État d'Israël est essentielle par rapport au conflit israélo-palestinien. Mais tout ça, c'est fort intéressant, presque révolutionnaire, cette déclaration de Mansour Abbas. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci en Israël du côté du parti du Chasse, puisque Aryeh Deri, semble-t-il, va se retirer de la Knesset? Dites-nous en plus, Richard. Oui, on se souvient que Aryeh Deri, qui est ministre dans le gouvernement Bennett, avait sur le dos, si je veux dire, une nouvelle affaire
disons, été suspecté à nouveau de non pas de corruption, mais de malversation fiscale. Et il a été nommé un nouveau ministre, malgré qu'il ait déjà fait de la prison par le passé, pour à la fois, si vous voulez, pour avoir reçu des pots de vin et aussi avoir fait des malversations de ce genre. Or, il a annoncé il y a quelques jours qu'il était parvenu à un accord avec le conseiller, enfin le procureur général de l'État, Avichai Mandelblit, pour en fait qu'on efface son dossier fiscal et les poursuites qu'il menace, à condition qu'il paierait une importante amende au fisc israélien, presque 200 000 shekels, donc 40 000 euros, ce qui paraît beaucoup en Israël, mais c'est pas non plus une somme formidable. Donc il paierait une amende et il ne ferait pas de prison parce que au cas où il serait passé devant un tribunal, les juges auraient pu à nouveau le condamner à la prison, surtout qu'il y a chez lui une sorte de une attitude plus ou moins récidiviste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce deal a été accepté par le conseiller juridique du gouvernement en fin de semaine. Et donc, la question est de savoir, finalement, Deri va démissionner de la Knesset, il sera plus député, mais il sera autorisé à deux choses, a priori. Il sera autorisé à être ministre à nouveau ministre dans un futur gouvernement. Et puis aussi et surtout, il veut rester, et il faudra que le chasse l'autorise, mais il veut rester le leader du groupe parlementaire tout en n'étant pas ministre parce qu'il veut continuer à présider à l'avenir du parti séfarade orthodoxe. Et donc, il va devoir recevoir l'acceptation de cette demande parce que c'est pas évident que quelqu'un qui n'est pas député vienne chaque semaine à la Knesset à la réunion du groupe parlementaire qu'il est censé diriger tout en n'étant pas député. Enfin, il est probable que il aura un régime de faveur parce que il a réussi à se mettre d'accord avec Mandelblit. D'ailleurs, en filigrane, cette porte de sortie assez facile pour le député Chasse, pour le leader de Chasse, fait un petit peu référence, fait penser aux arrangements qui pourraient survenir, mais tout à fait théorique, parce que c'est une autre paire de manches, si j'ose dire, entre l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est en plein procès, lui aussi suspecté de recevoir des pots de vin et de corruption, de malversation, et qui sait très bien que Mandelblit va démissionner en février prochain de son poste, enfin va démissionner, va partir, son mandat sera terminé, et comme c'est lui qui a instruit toutes les positions du parquet dans les procès, le procès Netanyahou, ce dernier sait très bien que il lui reste la possibilité, un peu comme vient de le faire Deri, d'arriver à un arrangement peut-être à la fois financier et juridique avec Mandelblit pour en démissionnant de la direction du Likoud et de son rôle de chef de l'opposition pour de mettre un terme à sa carrière politique, mais ne pas risquer lui aussi de faire de la prison dans les différentes affaires dans lesquelles il est suspecté. Et c'est peut-être là le signe que ce qui s'est passé avec Deri, cela pourrait être le signe que Netanyahou emprunte le même chemin. Encore faudrait-il qu'il renonce à ses ambitions politiques et qu'il, si vous voulez, qu'il descende, comme on dit en hébreu, de l'arbre très haut perché sur lequel il se trouve encore aujourd'hui. Alors, on a parlé un petit peu de politique israélienne. On va parler maintenant un petit peu de politique juive mondiale, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on a bientôt un vote pour la présidence de l'Agence juive. On a aujourd'hui 5 candidats qui sont en liste. Et je crois que vous vouliez nous en parler ce matin, justement, de ces candidats. Oui, parce que en fait, c'est pas simplement parce que ça concerne évidemment les relations israélo-diaspora et le monde juif, parce que notre chronique politique israélienne, c'est qu'il y a des incidences aussi politiques dont on parlera immédiatement dans cette course à la présidence de l'Agence juive. Il y a un deadline, normalement, c'est en février, que se réunit ce qu'on appelle le Board of Governors, c'est-à-dire le conseil d'administration mondial de l'Agence juive, qui désignera officiellement un des 5 candidats. Il faut préciser que ces derniers mois, on avait pas mal parlé de ce sujet, puisque le candidat pressenti proche du ministre Yair Lapid du parti centriste Yesh Atid était Elazar Stern.
qui a dû démissionner, on s'en souvient, il y a à peu près 1 mois et demi, et il était quasiment pas élu, mais enfin favori de très loin. Il a dû démissionner suite à une sorte de scandale que les médias ont répercuté sur le fait que quand il était à la tête de ce qu'on appelle le service de la main-d'œuvre, c'est-à-dire du personnel de Tsahal, quand il dirigeait donc ce département dans Tsahal, il avait négligé de donner suite à de nombreuses plaintes de jeunes soldats qui s'étaient plaintes de harcèlement sexuel, et lui finalement avait négligé cette chose-là, et il l'a reconnu publiquement, et donc ça l'a obligé à démissionner de cette course. Et donc après le nombre de candidats est monté en flèche, il y en a eu 9, je ne vais pas vous les énumérer, et puis finalement le secrétaire général de l'Agence juive a retenu la candidature de 5 candidats. Alors il y a l'ex-parlementaire Michal Kotler-Wunsch, il y a Danny Danon qui est plus connu, Michael Oren qui était aussi un diplomate israélien comme Danny Danon, et puis il y a la vice-maire Fleur Hassan Nahum qui se présente aussi, qui est moins connue, et une autre personnalité, une femme connue, qui est Omer Yankelevitch, qui était ministre des Affaires de la diaspora et qui connaît bien ce dossier sous le gouvernement Netanyahou, le dernier gouvernement Netanyahou. Et donc, en fait, il va y avoir en principe donc une course avec ces 5 candidats, mais d'aucuns murmurent que comme peut-être à part Omer Yankelevitch qui a une certaine expérience dans ce domaine, et peut-être aussi Danny Danon, Elazar Stern qui s'était retiré pourrait malgré tout faire un retour inattendu et voir sa candidature acceptée dans les prochaines semaines. Donc vous voyez, en fait, ce qui est en jeu, c'est pas simplement un poste honorifique. L'agence juive joue un rôle d'interface, comme on pourrait l'appeler, entre les Israéliens, en tout cas le monde juif en Israël et le monde juif de diaspora. Et donc, ce n'est pas un poste négligeable. Je dirais, les buts et les objectifs et la gestion de l'agence juive représentent de gros budgets, et aussi un lieu de dialogue et un interface donc avec les juifs de diaspora, attendu que il n'y a pas d'autres structures pour favoriser, développer le dialogue entre Israël et les juifs qui vivent en Gaza. Eh bien, merci beaucoup Richard Darmon, c'était passionnant, ça nous a fait bien réfléchir sur l'actualité de ces dernières semaines et de ces prochaines semaines, et on espère vous retrouver la semaine prochaine, pour à nouveau ensemble essayer de comprendre ce qui se passe ici. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.